Bonsoir à tous. La Chine secouée par la crise la plus grave qu'elle ait connue depuis Tiananmen, des émeutes raciales sans précédent à l'ouest du pays, le Xinjiang, cette région où vivent des musulmans ouïghours et des Chinois Han, des violences qui menacent peut-être l'unité du fascinant empire du milieu. Et le président chinois Hu Jintao a dû renoncer à sa participation au G8 en Italie. Il a quitté l'Italie précipitamment pour rentrer à Pékin. Voici donc le sujet de ce C'est dans l'air ce soir, intitulé Le réveil des musulmans chinois. Pour répondre à nos questions sur ce plateau, avec nous le grand sinologue Jean-Luc Doménac. Vous êtes directeur de recherche au CERI, le Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po Paris. Vous avez fondé l'antenne franco-chinoise de sciences humaines et sociales de l'université Tsinghua. Je cite parmi vos nombreux ouvrages La Chine m'inquiète ou encore Comprendre la Chine aujourd'hui, livre publié tous les deux chez Perrin. Autre sinologue, Marie Holzmann, vous êtes spécialiste en particulier de la Chine contemporaine, vous êtes présidente de l'association Solidarité Chine, créée au lendemain du massacre de Tiananmen et qui a pour but de soutenir le mouvement démocratique chinois. Vous venez de publier Chine, on ne bâillonne pas la lumière chez Jean-Claude Gossevitch. Avec nous aussi le journaliste Dorian Malovic. Vous êtes, vous, chef du service Asie au quotidien La Croix, spécialiste de la Chine depuis plus de 20 ans. Vous avez été correspondant à Hong Kong pendant 4 ans. Vous avez publié La Chine sur le divan aux éditions Plons. C'est un entretien avec le premier psychanalyste chinois. Et puis, le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, vous dirigez la rédaction du Monde des religions. Vous venez de publier Socrate, Jésus, Bouddha, 3 maîtres de vie aux éditions Fayard. Alors, ça semble un peu loin, peut-être le Xinjiang, à l'ouest, au nord-ouest de l'Empire du Milieu. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas? Quelle est l'importance de cette crise si grave? Est-ce qu'elle menace à ce point l'unité du pays pour que le président Hu Jintao quitte le G8 et rapplique comme ça d'urgence à Pékin? Jean-Luc Doménac. Ce qui se passe, c'est d'abord que des gens qui étaient chez eux le sont de moins en moins, et qu'un beau jour, ils ont décidé qu'ils n'étaient pas contents, et ils se sont mis tout d'un coup à taper, quoi. Il faut dire les choses. Il y a eu une émeute. C'est le Xinjiang. Ces gens, c'est qui? Voilà. Ces gens, ce sont les Ouïghours. Les Ouïghours sont c'est une population d'origine de type turc, on va dire, finalement islamisée, mais qui a eu bien d'autres, Frédéric Lenoir le sait, qui a passé par bien d'autres épisodes religieux. Et tous ces gens-là, depuis, disons, le XVIIIe siècle, et plus encore depuis que les communistes sont au pouvoir, cherchent à survivre, à faire comme s'ils étaient chez eux dans cette province qui s'appelle Xinjiang, ça veut dire la nouvelle frontière. Cette province a été, cette région a été région soi-disant autonome, donc puisqu'elle est déclarée autonome, c'est qu'elle ne l'est pas du tout. Et cette région soi-disant autonome a subi, on peut le dire, des épreuves épouvantables depuis 1949. Elle a été, simplement un mot, parce qu'il faut se souvenir de ça, elle a été conquise au canon, véritablement, dans les années 50. Ensuite, il y a eu des rébellions à peu près tous les 10 ans qui ont été véritablement traitées dans le sang. Mais alors ces émeutes, comment elles démarrent et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a cette poussée de fièvre qui semble faire très peur au président chinois? Je ne vais surtout pas vous répondre, parce que le résultat est extraordinairement difficile à comprendre. Comment 3000 émeutiers peuvent arriver à causer 150 morts, alors qu'ils n'ont pas de revolver, et plusieurs centaines de blessés? Alors, de deux choses l'une, le chiffre est faux ou il est vrai. S'il est vrai, alors il faut croire que la colère ou la sauvagerie était considérable. Deuxièmement, comment se fait-il que tous ces gens-là se soient levés, disons, à Urumqi, qui n'est pas la ville où il y a le plus de Ouïghours, on l'aurait attendu à Kashgar, etc. Et comment se fait-il que dans ces autres villes, il n'y ait pas eu tellement d'agitation? On se trouve finalement devant quelque chose qui est devant un accès de fièvre qui est difficile à comprendre, difficile, dont la violence est difficile à assimiler véritablement. Et je crois que les autorités chinoises nous doivent des explications. D'autant que, troisièmement, on se trouve là devant un autre phénomène qui est très comparable à ce qui s'est passé au moment du Tibet, qu'il faut appeler l'incurie de la police armée chinoise. Ces gens-là, on a l'impression qu'il leur faut 2-3 jours pour comprendre ce qui se passe, quand même. On va revenir sur l'origine, les sources de cette émeute, et puis le doute que vous émettez clairement sur l'origine de ces violences. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave politiquement aux yeux du pouvoir communiste à Pékin?
Je crois que c'est si grave parce que d'abord tout le monde musulman regarde. C'est si grave deuxièmement parce que il y a malgré tout en Chine il y a Internet, etc. C'est si grave enfin parce que ça fait quand même beaucoup de monde qui est mort et dans un monde qui est quand même de plus en plus ouvert. Or la Chine veut se donner maintenant une forme de respectabilité et c'est bien ça l'idée de Hu Jintao. C'est quand même le premier dirigeant communiste dans l'histoire du monde communiste qui accorde, ou peut-être le deuxième après Jiang Zemin, qui a envie de faire convenable, si vous voulez. Là, ça fait pas convenable. Et du coup, c'est quand même un progrès, je dirais, pour une fois, c'est un progrès paradoxal. Voilà, au moins, on aura vu un dirigeant communiste qui est capable, au vu et au su de tout le monde, de quitter une réunion internationale pour rentrer chez lui parce que ça barde. C'est quand même pas mal. Dorian Malevic. Pour poursuivre ce que disait Jean-Luc, c'est que le départ de Hu Jintao d'Italie pour Pékin montre bien que c'est quand même le chaos. Et que le Pékin perçoit les événements au Xinjiang comme quelque chose de très grave. Et que les décisions politiques qui sont entre les mains d'une poignée de 5 ou 6 personnes ne peuvent se prendre si le chef n'est pas là. C'est vrai. Et c'est vraiment le signe. Quand vous dites c'est le chaos sur place au Xinjiang, pas à Pékin quand même. C'est grave aussi parce que dans toutes les grandes villes de Chine, vous avez des quartiers musulmans ouïghours. Et que si ça s'enflamme là-bas, ça peut s'enflammer ailleurs. Mais c'est-à-dire aussi à Canton, à Canton, parlons de Canton. S'il y a cette échauffourée, ces violences à Urumqi, c'est parti du Canton, justement, d'à côté de Canton. Complètement de l'autre côté de la Chine. Au sud, à côté de Hong Kong, la grande usine du monde. Et des Ouïghours ont été accusés d'avoir violé une jeune Chinoise. Et il y a eu réprimande, il y a eu représailles sur 2 Ouïghours dont on a vu des images sur YouTube qui ont été diffusées, qui ont été tabassés, lynchés à mort. Aujourd'hui, avec Internet, à Urumqi, on a vu les images. Et ce ressentiment et cette colère et cette violence, en fait, cette violence est à la mesure du ressentiment d'une population qui est quand même marginalisée et que l'on met toujours à l'écart dans toutes les grandes villes. Mais la menace est réelle. Alors, il y a cette donnée musulmane sur laquelle on va revenir dans un instant, mais d'abord, en images, revenons sur ce soulèvement qui s'est donc produit dimanche dernier, soulèvement de la communauté ouïghour chez elle au Xinjiang, donc dimanche, des émeutes qui ont fait 156 morts, dit officiellement Pékin, beaucoup plus, 400 peut-être, dit l'opposition ouïghour en exil, dans cette province de l'ouest de la Chine, grande comme 3 fois la France. C'est aujourd'hui le chaos, dites-vous, en tout cas, c'est l'état de siège. Sophie Pagès. Annoncée en boucle, sur la télévision d'État, la visite en Italie de Hu Jintao tourne court. Le président chinois renonce à assister au G8, un geste sans précédent, dicté par les émeutes qui secouent le nord-ouest du pays. C'est au Xinjiang, une région vaste comme 3 fois la France, qu'ont lieu depuis 4 jours des affrontements interethniques particulièrement violents. Face à face, les Ouïghours, musulmans et turcophones, et les Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Tout commence par une manifestation pacifique, dimanche. Des Ouïghours réclament l'ouverture d'une enquête après la mort de 2 d'entre eux quelques jours plus tôt. Les forces de l'ordre interviennent, la manifestation dégénère. Urumqi, capitale de cette région autonome, est alors le théâtre de scènes de lynchage. 156 personnes seraient mortes selon les autorités, plus de 400 selon la dissidence ouïghour. Malgré les appels au calme lancés par le Parti communiste, hier les Han s'équipaient comme pour une chasse à l'homme. Le gouvernement n'a pas été efficace, c'est pour ça qu'il y a eu tant de morts. Mais si ça se reproduit, nous, le peuple, on est prêt à s'organiser et à les battre à mort, ces Ouïghours. Nous sommes venus pour défendre l'unité du pays. On lutte fermement contre le séparatisme. Plusieurs milliers de militaires quadrillent la ville pour séparer physiquement les 2 communautés. Un couvre-feu a été décrété dans la capitale. Mais malgré ces dispositifs, des affrontements sporadiques opposaient encore aujourd'hui Han et Ouïghours. Au total, plus de 1400 personnes auraient été arrêtées. Ils ont été emmenés, ils ont arrêté des femmes et même des enfants de 7-8 ans. La Chine n'a pas de loi. La loi ne protège qu'une partie des gens. Maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des Han qui viennent de partout et la mosquée du quartier a été incendiée. Longtemps majoritaires au Xinjiang, les Ouïghours ne représentent plus que 45% des habitants de cette province. Une terre riche en matières premières et en pétrole, dont l'exploitation profite essentiellement aux Han. L'ethnie turcophone reproche donc à Pékin les discriminations à son encontre. Ici en Chine, nous n'avons aucun droit en tant que Ouïghours.
aucun droit. Nous sommes les esclaves de la Chine. On est dominés, asservis par les Han. Vous savez, nous ne sommes pas chinois, nous sommes ouïghours. Est-ce que j'ai un passeport? Tu sais, nous on est ouïghours, on ne nous laisse pas sortir. Le gouvernement chinois ne nous aime pas et nous on n'aime pas le gouvernement non plus. Cet après-midi, le maire d'Urumqi donnait une conférence de presse. Il assure que la ville est sous contrôle et que l'identification des corps est en cours. Un semblant de calme dans une ville toujours sous tension, tandis que Pékin dénonce la diaspora ouïghour, à l'origine selon elle des émeutes. L'ONU appelle de son côté au respect des droits démocratiques. Alors, question SMS d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Vous allez peut-être nous accuser de pousser le trait, mais tout de même, on peut se demander si peut-on craindre un conflit similaire à celui de la Tchétchénie en Russie. Est-ce que c'est le Xinjiang, la Tchétchénie de la Chine? Ça, c'est sûr que les Ouïghours plaisantent pas. On l'a vu, hein, ce sont des gens à cheval, hein, ce sont des gens qui se battent. Et c'est pas d'aujourd'hui. Donc, a priori, je n'exclus rien de ce genre de... Une dérive violente, terroriste ou... Terroriste, je sais pas. Ça, c'est toujours bien facile pour les pouvoirs en place de traiter de terroristes des mouvements de résistance. Alors, je retire le mot, de la violence, y compris armée. Oui, ce sont des costauds. Ce sont des costauds. D'ailleurs, je dis que les femmes aussi sont des costaudes. Hein. On est dans un islam robuste. Hein. Et on n'est pas dans un islam, on va dire, comme ça, de burqa. Enfin, encore qu'il paraît qu'il y en a un peu plus. Mais c'est un islam qui est celui des héritiers de Gengis Khan. Oui, c'est ça. C'est un islam à cheval. C'est du tempérament. Ce qui est intéressant, c'est que le danger est réel parce que la perception des Chinois, les Chinois regardent les Ouïghours avec crainte et peur. Ouais. Les musulmans ouïghours font peur aux Chinois parce qu'ils ne sont pas comme eux. Ils ont les yeux bleus, les yeux verts, ils ne leur ressemblent pas effectivement, et ils ont des couteaux et des sabres à la ceinture en permanence. On a pour la Chine d'un régime qui a peur de rien et dit de personne. Et là, vous nous dites que cela leur fait peur. Exactement. Et ça, je pense que je pense que c'est là où on parle effectivement de danger, de dissémination des troubles. Et pourquoi la Chine a peur? C'est parce qu'ils sont dans toute la Chine. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ceci dit, les Chinois ont peur et les Ouïghours n'ont pas peur. Et ils savent qu'en tant que minorité, ils savent aussi profiter de leur statut de minorité. Ils ne sont pas des esclaves quand même, contrairement à ce qu'a dit le Ouïghour tout à l'heure. Ils savent bénéficier d'un certain nombre d'atouts que leur laissent les autorités chinoises. Ils peuvent avoir 3 enfants, alors que par exemple. les Chinois non. Peuvent n'en avoir Ils ont des universités. Les Chinois sont un peu jaloux de ce que le gouvernement fait et investit au Xinjiang pour moderniser ce peuple barbare et arriéré. Le même discours que pour le Tibet. Entre guillemets. Évidemment, pareil que pour le Tibet. Mais les Ouïghours font peur. Et les quartiers musulmans en Chine, les Chinois n'y vont pas. Et ils ont une peur bleue, et nous, on peut y aller, on est très proches, les Ouïghours se sentent beaucoup plus proches de nous, et on est très amis tout de suite, on peut y aller, mais les Chinois en ont très peur. Et j'ai assisté à des bagarres vraiment musclées, physiques, dans différents quartiers, que ce soit à Canton, à Pékin, à Xi'an, ou dans d'autres villes, qui effectivement font peur. Est-ce qu'il y a des réseaux, je dirais même une mafia ouïghour ou pas? Alors, il y a une mafia ouïghour dans le commerce, dans le trafic, dans les produits contrefaits. Ça, ils sont effectivement dans tout ce réseau. Dans toute la Chine Dans toute la Chine. Surtout dans toute la Chine, parce que le marché est suffisamment grand. Et ils bénéficient justement de ce statut. On les surveille un peu moins, on va moins les embêter. Ils sont 4 ou 5 ensemble. On ne va pas leur demander leurs papiers aussi facilement que les policiers chinois ont peur. Exactement. Et les Ouïghours savent ce qu'il faut faire pour faire peur. Et donc, il y a une certaine marge de manœuvre. Marie Haussmann, qu'est-ce que fait subir selon vous, le régime communiste à ce peuple ouïghour au Xinjiang qui est en train de devenir la minorité chez elle? Donc, quel type de pression, notamment sur l'aspect religieux? C'est vrai que je ne partage pas tout à fait cette analyse que je viens d'entendre. Personnellement, les Ouïghours que je rencontre dans la diaspora et qui essayent de s'organiser pour faire connaître la situation au Xinjiang ne m'ont jamais donné l'impression d'être des terroristes. D'abord, ils m'ont pas semblé suffisamment bien organisés pour le devenir. Ils n'ont pas des réseaux secrets très performants. Donc moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt un état de haine
effectivement interethnique qui est en train d'être cultivé et abondamment cultivé à travers toutes sortes de mesures vexatoires. Par qui, alors ? Cultivé par le pouvoir à travers de nombreuses mesures vexatoires. Par exemple, lorsqu'un Ouïghour parvient enfin à entrer dans la fonction publique, ce qui est évidemment très désirable parce que retraite, sécurité sociale, etc., salaire, on lui demande de couper sa barbe, on lui demande de ne pas respecter le ramadan, on lui demande d'aller surveiller la prière à la mosquée mais de ne pas prier. Bref, il y a toutes sortes d'attitudes qui forcent les Ouïghours à aller contre leur propre nature, parce qu'on peut très bien imaginer être un fonctionnaire sans nécessairement renoncer à sa pratique. Comment est autorisée ou pratiquée la religion musulmane, notamment évidemment en particulier au Xinjiang, alors qu'on pense souvent ici que le fait religieux est quasiment interdit en Chine? Non, le fait religieux est théoriquement autorisé en Chine, mais à condition d'être sous l'égide du Parti communiste chinois. Pour les catholiques, ça, on connaît bien le phénomène, il y a l'église patriotique et puis l'église souterraine. Les mosquées, c'est un peu la même chose. Par exemple, on interdit la pratique religieuse aux jeunes enfants. Pendant les vacances scolaires, les enfants sont scolarisés uniquement le vendredi. Les autres jours, ils sont en vacances. Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas aller prier à la mosquée avec les parents. C'est-à-dire qu'on interdit aux jeunes d'aller dans une mosquée? Ben, on essaye d'empêcher la transmission aux jeunes à travers ce genre de mesures vexatoires. Et ça marche. Je veux dire, quand par exemple il y a des réunions pour des chants un peu de type soufi ou des choses comme ça, des chants traditionnels, c'est immédiatement étiqueté comme activité séparatiste ou activité contre-révolutionnaire. Bref, il y a une espèce de tentative d'assimilation des Ouïghours par la force qui forcément va provoquer des frictions et des haines interethniques. Vous disiez tout à l'heure en commençant, je ne les vois pas comme des terroristes. Est-ce que tout de même l'islamisme radical, salafiste, progresse chez ces Ouïghours, chez ces musulmans? On a l'impression, oui, mais par la négative. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes Ouïghours qui vont aller faire des études, mettons au Pakistan ou ailleurs, parce qu'ils ont peu de chances d'entrer dans des universités en Chine. Donc ils se disent, il vaut mieux qu'on aille étudier au Pakistan ou dans d'autres pays musulmans. Donc c'est la discrimination qui les pousserait vers... très souvent, ils vont d'abord au Pakistan pour apprendre l'anglais. Parce que là, ils ont de la place. Ils reviennent, ils souhaitent devenir professeurs d'anglais, par exemple, et là, on ne leur donne pas de travail. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des églises coraniques. Et par le biais de ces églises coraniques, effectivement, l'impact de certains comportements plus radicaux vient avec l'aide, évidemment, de l'Arabie saoudite ou d'autres pays musulmans qui financent ces écoles. Donc c'est une politique un peu stupide. Au lieu d'intégrer ces gens qui, au départ, n'ont pas du tout envie de se radicaliser, on les marginalise tout le temps. Frédéric Lenoir, qu'est-ce que c'est que cet islam ouïghour? Ce sont des turcophones, dit-on, c'est-à-dire de quelle tradition sont-ils? Sunnites, chiites? Quel type d'islam pratiquent-ils? En fait, les Ouïghours ont connu toutes sortes de religions. Ce sont des peuples nomades qui sont venus de Mongolie. Ils ont été bouddhistes, puis chrétiens, puis musulmans, par un islam sunnite, donc et un islam turc. Mais en fait, c'est assez récent. Ça fait 2 ou 3 siècles que l'islam a vraiment imprégné ce pays qui s'appelait le Turkestan oriental, avant de s'appeler d'être une région autonome du Tibet. Mais moi, je crois que la question de l'islam n'est pas centrale dans cette affaire. On va en parler, on peut en parler, il y a des choses à dire. Je crois que ce n'est pas le fond du problème, c'est un problème politique. Ce qui est le fond du problème, c'est le problème des minorités. Et ce qui fait très très peur, pour répondre à votre première question tout à l'heure, qui est la question clé, c'est pourquoi Jintao a besoin de repartir là-bas, c'est qu'il y a vraiment une grande angoisse. Et l'angoisse qu'il a, à mon avis, c'est que, de même qu'il y avait eu le problème du Tibet il y a 1 an, on s'en souvient tous, il y a un problème avec une minorité. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ces minorités? La Chine, c'est effectivement un immense territoire où 93% des Chinois sont de l'ethnie majoritaire qui est Han. Et les 55 autres ethnies représentent que 7%. Mais ils représentent 60% du territoire. Et parmi les 3 grandes minorités, que sont la Mongolie, les Mongols, les Tibétains et les Ouïghours, 50% du territoire. C'est-à-dire que vous avez 3 minorités qui ne représentent rien en termes de population, qui ont la moitié du territoire chinois. Donc il y a un enjeu mais colossal. Donc si une des minorités se révolte, s'il y a vraiment une révolte qui conduit à une situation qu'on ne peut plus contrôler, ça va se répandre au Tibet, en Mongolie. Dans ce réveil ethnique, des communautés ethniques, il y a tout de même la dimension religieuse, puisque on entend les revendications depuis dimanche de ceux qui ont été réprimés dire on nous empêche on ne respecte pas notre culture
culture et on nous empêche de pratiquer notre religion. Absolument. Alors, ça vient dans un second temps. Le premier problème, c'est la colonisation. On a colonisé des peuples qui avaient une culture, une identité, une langue. Les Ouïghours existent depuis le 8e siècle. Donc ils ont été pendant 1000 ans et on cherche autonomes. à effacer cette culture. Et on cherche à effacer cette culture. On cherche par plein de petits biais à siniser totalement, c'est-à-dire à introduire la culture Han dans le monde ouïghour, comme on le fait dans le monde tibétain. Donc au fond, pourquoi ils se replient sur l'islam? C'est parce que c'est un vecteur identitaire fort, comme les Tibétains se replient sur le bouddhisme. Le bouddhisme devient le vecteur identitaire central. Donc la religion, c'est une réponse à une assimilation politique. J'ajouterai en 3 phrases, c'est un problème politique, je suis complètement d'accord avec vous, et c'est en train de devenir un problème social. Et il y a sur ce point-là une comparaison très forte avec le Tibet, c'est-à-dire que ce sont les pauvres. La Chine est en train d'amener au Xinjiang comme au Tibet une colonisation économique effrénée. Les bons postes, les bons jobs sont réservés aux Chinois, aux musulmans chinois, et les Ouïghours n'en peuvent plus parce qu'ils voient défiler tout ça devant leurs yeux. Pardonnez-moi. Mais Jean-Luc Lenac, ça veut dire que, si je vous suis bien, que la colonisation économique du pouvoir central passe par une colonisation ethnique, c'est-à-dire les Han prennent le pouvoir localement dans un pays riche. Les Han, c'est les riches, et on verra plus tard aussi quelles conséquences catastrophiques ont été celles du rôle donné par les Chinois aux musulmans chinois dans toutes ces régions. Que viennent-ils conquérir alors au Xinjiang, puisqu'on dit que c'est très aride comme région? Il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de minerais, il y a de l'espace, il y a aussi l'espace pour les expériences nucléaires, il y a du pétrole, il y a quelques tuyaux qui apportent du pétrole d'ailleurs. Donc c'est très riche. Il y a au-dessus de tout ce que j'appellerais la profondeur stratégique, c'est-à-dire pour un pays, parce que les Chinois commencent à se raconter des histoires. Maintenant, l'empire revient, l'empire revient à toute allure. Il en faut de la profondeur stratégique, et la profondeur stratégique, c'est le Xinjiang. C'est-à-dire de l'espace par rapport aux voisins. De l'espace, c'est ça la profondeur stratégique. La perception chinoise, c'est qu'ils sont convaincus de toute façon que ce sont des territoires qui leur appartiennent. Donc ils sont disponibles pour développer, pour peupler, pour soulager les côtes surpeuplées, et pour développer. Il y a de l'or, de l'uranium, du pétrole, du gaz, de la raffinerie, de la pétrochimie. C'est une ouverture vers l'Asie centrale, en passant par l'Afghanistan jusqu'à l'Iran, jusqu'au bout là-bas. Donc pour la Chine, c'est stratégique, c'est capital cette région. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question pour le pouvoir de céder un pouce de territoire là-bas. Mais je pense que finalement, c'est aussi l'erreur qu'ils commettent, que le gouvernement chinois commet avec les Tibétains. Il y aurait peu de choses à faire pour intégrer cette minorité ouïghour, qui finalement ne serait pas si extrémiste aujourd'hui si le ressentiment n'avait pas été lointain en arrière. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les vexations, les bombes, les violences, les manifestations, elles sont très répétées depuis plusieurs années déjà. À Kashgar, dans des villes, à Yilin. Kashgar, c'est la deuxième ville. La deuxième ville, à Yilin, près de la frontière. Sporadiquement, il y a toujours des violences. Des bombes à Pékin, des bombes dans le sud, dans le Yunnan. Donc il y a ça. Et alors le gouvernement profite, utilise, manipule le terrorisme depuis 2001, depuis le 11 septembre. Mais est-ce que c'est pas quand même pour le pouvoir Han de Pékin très compliqué cette région où se croisent finalement la Russie est pas loin, tout le monde musulman de l'Asie mineure, l'Occident, enfin c'est la route de la soie, toutes les routes se croisent là. Oui, mais justement, ça en fait une région qu'il faut absolument maintenir dans le giron, qu'il faut développer. La Chine ne peut pas continuer son développement. C'est-à-dire que la Chine paye en ce moment sa modernité trouvée depuis une dizaine d'années. Pourquoi est-ce que la modernité là est un inconvénient? Modernité, développement économique. Urumqi, c'est une ville ultra moderne. Vous avez vu les images. Donc choc entre les pauvres et qui ne profiteraient pas de cette métro, modernité. aéroport, je veux dire industrie, travail. Et donc il faut développer le pays et profiter des ressources du sous-sol. Le centre nucléaire, c'est là où il y a le premier essai nucléaire dans le Xinjiang. C'est le plus grand, 100 000 km² de centres de recherche nucléaire. De recherche militaire Militaire, nucléaire, missiles, balistiques. Les bombes chinoises ont été testées là. Vous imaginez bien que tout ça a un rôle important pour l'Asie centrale, le développement. Le groupe de Shanghai, c'est l'Asie centrale et la Chine. Et donc, on ne voit pas ça de chez nous, mais c'est très important. Donc si je comprends bien, ce que reprochent les Ouïghours qui ont organisé ces émeutes, c'est de ne pas profiter de cette modernité et de ses bénéfices économiques. C'est-à-dire on ne les laisse pas profiter de cela. Et je pense que là, Pékin
à tort, parce qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils bénéficient. Ils ne demandent pas l'indépendance. Alors ça, c'est important. Je veux dire, même les exilés, comme Madame Kadir à l'étranger, elle demande une autonomie réelle. Madame Kadir, expliquez-nous de qui il s'agit. Il s'agit de cette femme un peu le Dalai Lama, qui commence à devenir, enfin je veux dire, connue internationalement comme la représentante, la porte-parole de la dissidence ouïghour à l'étranger. Cette femme, elle a un parcours extraordinaire. Elle était femme d'affaires, millionnaire, membre du Parti communiste. Je veux dire, le modèle pour le régime chinois de la réussite musulmane ouïghour portée au sommet, et la chute et la disgrâce à partir du moment où son mari a commencé à critiquer le traitement fait aux Ouïghours. Elle a été emprisonnée, jugée, exilée en 2005 aux États-Unis, une façon de se débarrasser des dissidents traditionnels par Pékin, et aujourd'hui elle est le porte-parole de ces Ouïghours. Mais elle demande pas. Elle vit à Washington et elle demande l'autonomie réelle, c'est-à-dire ce que demandent peu ou prou les Tibétains, liberté religieuse et aussi économiquement partageons le gâteau. Alors dans le monde entier, on le voit à l'instant, la diaspora ouïghour se mobilise pour prendre des nouvelles de sa communauté, sur place en Chine bien sûr, et Internet foisonne d'informations, ce qui fait d'ailleurs dire au régime communiste de Pékin que c'est l'étranger qui fomente le soulèvement. Les Ouïghours de France, vous allez le voir avec ce reportage, surtout les étudiants ont organisé une manifestation pour condamner la répression chinoise et pour obtenir le même soutien des Français que celui apporté l'an dernier aux Tibétains. Reportage Abigail Mokienko et Maxime Liogier. Dernier tour d'horizon des sites d'actualité pour cette étudiante ouïghour qui s'apprête à participer à la manifestation organisée cet après-midi à Paris. Dimanche matin, j'avais vu ce site. Et depuis dimanche après-midi, il n'affiche plus. Comme les autres sites d'ailleurs. La seule source, c'est ce site-là, Centre d'information ouïghour, basé à Munich, je crois. Cela fait 5 ans que la jeune femme vit en France. Depuis quelques jours, elle est sans nouvelles de sa famille restée en Chine. C'est pour eux surtout qu'elle ne souhaite pas être reconnue. Quel regard vous portez sur ce qui se passe là-bas en ce moment? Je sens d'être humiliée, tout simplement. D'être humiliée. On parle des émeutes, alors que moi j'appelle pas, ce sont pas des émeutes, c'était une manifestation et après il est détourné vers les émeutes par la suite. Et c'est normal que quand on est réprimé, on conteste, c'est normal parce qu'on est des êtres humains. Juste avant le départ, l'impression d'une photo grand format. C'est la photo de Rabia Kadir, donc la représentante de la communauté ouïghour. Tout simplement, elle est la présidente du Congrès mondial ouïghour. Donc, vous allez utiliser la manifestation. Voilà, c'est ça. C'est un peu la figure importante du mouvement ouïghour en étranger. Rabia Kadir, celle que la Chine accuse d'être à l'origine des troubles. À Paris, ils sont une cinquantaine à s'être réunis cet après-midi derrière son visage, sur le parvis des droits de l'homme. Stop au massacre du peuple ouïghour! Comme on ne peut pas faire la manifestation en Turkestan oriental, mais ici en Europe, on peut faire la manifestation. C'est notre soutien pour notre communauté, quoi. La Chine accuse la communauté ouïghour à l'étranger d'attiser les tensions. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas de ce problème-là. En fait, nous, on se manifeste pacifiquement. Dans notre manifestation, il n'y a jamais eu d'émeute, il n'y a jamais eu de bagarre et tout, mais on manifeste très pacifiquement. Certains sont venus masqués par peur des représailles. La plupart sont des réfugiés ou de jeunes gens venus étudier en France pour fuir les discriminations. En Chine, si j'étudie super bien, mais je peux pas trouver un bon travail parce que c'est tous les Chinois qui travaillent dans notre province. Et vous avez l'intention de retourner en Chine après vos études? Non, je veux pas retourner en Chine parce que si je retourne en Chine, je peux pas trouver un travail, je peux pas continuer ma vie et voilà. Et si Aibik est venu cet après-midi, c'est pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le sort des siens. Non, je suis aussi du peuple ouïghour.
Nous sommes un peuple menacé, nous sommes un peuple en train de survivre. On ne vit plus parce qu'on vit dans une prison ouverte, on survit, donc il faut nous protéger, il faut nous aider. Sans intervention de la communauté internationale, sans intervention des Nations Unies, et de l'Union européenne, il n'y a pas d'espoir. Nous demandons à la communauté internationale d'envoyer une délégation indépendante pour vérifier tout ce qui se passe là-bas sur place. Hier, l'ONU a appelé les autorités chinoises à faire preuve de retenue pour éviter de nouvelles violences. La communauté ouïghour en France en attend un peu plus. Et vous avez donc vu dans ce reportage à l'instant le portrait de cette femme exilée à Washington que vous évoquiez à l'instant, Dorian Malovic, qui est Reya Kader, cette femme qui est le chef de file aujourd'hui de l'opposition des Ouïghours. Alors, question SMS, le Xinjiang veut-il devenir indépendant? Est-ce que cette revendication de l'indépendance par rapport à la Chine est réelle aujourd'hui? Est-ce que c'est celle-là qui est portée par les émeutiers? Beaucoup de Chinois qui réfléchissent et qui sont sensibles à ces questions disent que les minorités ethniques sont acculées par le pouvoir à réclamer l'indépendance. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à force de demander l'autonomie, le respect de la pratique de leur culture, etc., et à force d'être matraqués, ils se disent, si on ne peut pas le faire, il faut donc demander l'indépendance. Mais à l'origine, non, je ne pense pas qu'ils demandaient l'indépendance. D'abord, ce n'est pas facile de survivre dans une région aussi désertique. Les plus grands déserts d'Asie se trouvent là, le Taklamakan, etc. Donc le Xinjiang aurait du mal à vivre indépendamment. Le problème, je crois, est un problème qui est beaucoup plus complexe. Il y a des fonctionnaires, comme partout, au Xinjiang et au Tibet, qui sont nommés directement par le Parti communiste chinois et le pouvoir central. Et ces fonctionnaires ont tout intérêt à rester dans le giron du Parti communiste chinois, sinon ils n'ont plus de raison d'être. Et dans le cas du Tibet en particulier, on le sait, hélas, triple hélas, que quelquefois ce sont des fonctionnaires tibétains entrés dans le Parti communiste chinois qui agitent la menace séparatiste pour obtenir plus de moyens, plus d'argent, une montée en grade, etc. Donc on est dans une situation très perverse. Il est très possible qu'au Xinjiang, on ait des situations semblables. Certains Ouïghours diraient, d'autres de nos coreligionnaires souhaitent la séparation et l'indépendance, donc donnez-nous plus de responsabilités. Voilà. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que Wang Lechuan, qui est le gouverneur du Xinjiang, a été nommé... C'est un Han, avec un nom pareil, c'est un Han. Il a été nommé de fait à la tête du Xinjiang en 92, il était secrétaire adjoint, mais en fait c'était lui qui dirigeait. En 94, il était pratiquement en titre. En 95, il est en titre. Et depuis, il est resté le gouverneur. Donc ça fait maintenant 14 ans. C'est beaucoup plus que ce que la loi autorise. En principe, tous les 10 ans, ils doivent changer. Est-ce qu'on pouvait imaginer un Ouïghour, est-ce qu'on peut imaginer un Ouïghour un jour nommé par Pékin à la tête du Xinjiang? Pourquoi pas? Il suffit qu'il soit bien contrôlé, formaté, disons. Comme ça, il y a des vichistes partout. Oui, non, ça c'est pas un problème. Il y a des vichistes partout. Mais le problème, c'est que Wang Lechuan a fait à moult reprises la preuve de sa violence. Il est capable de réprimer, et il est capable de réprimer dans le sang. C'est pour ça qu'on le garde. Frédéric Lenoir. Oui, sur la question de l'indépendance, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marie Holzmann. Je pense quand même qu'il y a une forte aspiration à l'indépendance dans le peuple ouïghour, comme dans le peuple tibétain. Simplement, cette aspiration à l'indépendance, elle a fini par s'éteindre progressivement devant la réalité. C'est-à-dire que pour eux, ils rêvent d'être indépendants, mais ils se rendent compte que c'est pas possible. C'est-à-dire que jamais la Chine ne lâchera. Mais dans le passé, il y a eu plusieurs émeutes indépendantistes extrêmement fortes, notamment en 1954, qui étaient extrêmement sévèrement réprimées. En 1991, au moment où les républiques, où l'Empire soviétique a explosé, ils se sont dit on va faire comme les républiques autonomes, on va demander une indépendance. Ça a été réprimé dans le sang. Et ils ont même eu une expérience, 1930, 1940. Absolument, il y a une république du Turkestan. Voilà, ils ont été autonomes. Donc finalement, ils aspirent tous, les Tibétains et les Ouïghours et les Mongols, à l'indépendance. Ils savent que c'est pas réaliste. Alors du coup, et c'est là que je rejoins l'analyse de Marie, du coup, ils ont fini par renoncer à cette indépendance dont ils rêvent pour demander une autonomie culturelle, etc., mais qui ne leur est pas accordée non plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces émeutes sont le fait de gens qui pensent qu'on peut arriver à un éclatement de la Chine, un peu comme il y a eu un éclatement de l'URSS? Je crois que ceux qui font les émeutes ne pensent pas ça. C'est-à-dire que quand ils sont dans les
les émeutes, c'est un ras-le-bol, c'est un mouvement de colère tripale, c'est spontané. C'est-à-dire que vous avez deux Ouïghours qui se font tabasser et ils considèrent que voilà, ils sont discriminés, qu'il n'y a pas de justice, qu'il y a 2 poids 2 mesures, et c'est vraiment un ressentiment très profond qui ressort, qui fait que d'un coup, c'est exactement ce qui s'est passé au Tibet. Vous avez, sans que ça ait été programmé, organisé, vous avez des milliers de gens dans la rue et qui expriment leur colère de manière très violente. Mais c'est ça qui a provoqué aussi en partie l'éclatement de la Russie. Donc ça peut être un ferment de division. Oui, ça peut être un ferment, mais je crois qu'il n'y a pas dans les émeutes là une intention politique d'indépendance. Ce n'est pas ça qui les motive. Ils recherchent la justice actuellement. Mais c'est vrai que ce qui fait très peur aux dirigeants chinois, c'est que dans un deuxième temps, si la rue continue de manifester comme ça, les revendications séparatistes vont arriver. Marion Malovic. Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'une part cette colère des jeunes et moins jeunes Ouïghours, face à l'injustice, à ce sentiment d'être esclaves, d'être étrangers dans leur propre pays. Mais parallèlement, vous avez entendu les jeunes Chinois qui disaient, finalement, la police ne fait pas son travail, le régime ne fait pas son travail, nous on va faire le travail. Et ça, c'est aussi la conséquence... Les jeunes Han qui vivent là-bas, oui, et qui veulent, eux, ils vont dire, mais ça, c'est aussi une révolte des Chinois contre leur régime. C'est une façon, c'était porte ouverte, où aujourd'hui, ils se permettent de se faire justice eux-mêmes et de mener des représailles très violentes que le régime aussi laisse faire, parce que finalement le régime là encore est piégé, parce que c'est ça aussi le résultat de la modernité, c'est la libéralisation de la pensée qui pousse les jeunes Chinois à prendre leurs affaires en main et que le gouvernement a bien du mal à critiquer puisqu'ils défendent la même chose. Attendez, parce que là, c'est très intéressant et différent ce que vous nous dites. C'est-à-dire que vous nous dites qu'il y a au fond 2 révoltes en une, qu'il y a non seulement la révolte des Ouïghours, mais qu'il y a aussi une exigence d'autorité, de répression de la part, mais qui est réelle ou mise en scène, manipulée par le pouvoir. Le drame. Ils ont joué avec le feu, les communistes. Justement parce qu'ils deviennent de moins en moins communistes et qu'ils ont progressivement joué de plus en plus avec le nationalisme. Et maintenant, ils sont bien embêtés, pour parler poliment. Parce que leur peuple Parce les pousse, que maintenant, il va falloir qu'ils donnent preuve de leur autorité. Et ils sont obligés de se battre sur les 2 fronts. Parce que la jeunesse, ils ont joué de ça contre le Japon. Ils ont joué de ça contre l'Occident, y compris la France. Ils ont joué de ça pour légitimer leur domination sur leur minorité. Et bien maintenant, il faut qu'ils fassent les durs. Et ils sont très embêtés parce que, par ailleurs, ils aimeraient bien être un peu raisonnables et faire un peu convenable aussi. C'est pas simple tout ça. Ça veut dire que cette modernité aujourd'hui menace leur unité, alors? Je ne sais pas si c'est la modernité là. Je crois qu'ils sont maintenant de plus en plus menacés par des mouvements d'opinion qu'ils ont eux-mêmes déclenchés parmi ces mouvements. Parce que ce qu'on ne voit pas effectivement, ce qu'on ne sait pas, c'est l'endoctrinement qu'ont les Chinois, les jeunes Chinois en classe depuis toujours, où on leur dit la Chine a éternellement été dans ce territoire-là. C'est-à-dire pour un jeune Chinois, et même lorsqu'ils viennent, moi j'ai été très frappé par des Chinois qu'on rencontre qui vivent ici depuis longtemps, sont persuadés que les Tibétains ont toujours été Chinois, les Ouïghours ont toujours été Chinois, et ce sont des gens qui ont fait 12 ans d'études supérieures, mais qui ont été tellement doctrinés à l'école qu'ils n'arrivent pas à admettre que c'est un processus de colonisation récent. Mais alors, est-ce que cette absence de lucidité par rapport à l'histoire peut les amener à faire des erreurs telles que, parce que vous nous disiez qu'il y avait des Ouïghours dans toute la Chine, telles, j'insiste sur cette dimension, que ça peut menacer l'unité du pays en créant des divisions et des... L'unité, à mon avis, elle n'est pas menacée par les Ouïghours, elle est menacée par les Chinois eux-mêmes, par ces espèces de grands mouvements qui sont déclenchés maintenant, par, d'une part, les mouvements de protestation devant l'inégalité, ou les mouvements de protestation contre les Ouïghours. Il faut dire, le problème actuellement, la protestation sociale, c'est pas les Ouïghours qui sont dangereux aujourd'hui, c'est les Chinois qui demandent qu'on tape sur les Ouïghours. Face à l'incurie du gouvernement, qui ne sait pas comment gérer. Et si Hu Jintao revient, c'est que pour le moment, la décision centrale n'est pas prise. On a vu ça à Tiananmen, ça a duré 7 semaines avant de décider. Le Tibet, ça a mis quelques jours, 4 jours. Là, ça va peut-être prendre 3 jours. Mais donc, ça progresse. Ceci dit, les jeunes, derrière modernité, c'est que l'ouverture a des conséquences que le régime n'a pas prévues, n'intègre pas dans sa logique et dans sa nouvelle idéologie, et que maintenant ils sont bien obligés de faire attention à ce qu'ils font. Ça veut dire que si on fait court, il y a eu le réveil nationaliste et le communisme, il y a eu le réveil économique là depuis quelques années, et là il y aurait un réveil social et sociétal même. Et nationaliste aussi. Teinté de nationalisme très fort. Et ça c'est. Enfin, il faut revenir aux faits quand même aussi, parce que pourquoi est-ce qu'ils se rebellent maintenant ?
il peut y avoir l'influence de l'Iran. Tout d'un coup, il voit qu'il y a un pays iranien qui est en train de voter, où il y a un pluralisme et où on donne la parole à la rue. Ça, je pense que ça a eu quand même un impact dans les textes. C'est-à-dire qu'ils ont été informés en Chine des émeutes en Iran. Mais non, mais d'abord sur le fait qu'il y ait des élections et des candidats et une opposition et un pluralisme. Donc ça, c'est quelque chose qui les a intéressés sans aucun doute dans toute la Chine. Et ils ont vu les manifestations de Téhéran, vous pensez ? Probablement. C'est ça, la probablement. Deuxième fait, très important. En 2008, il y a eu un attentat qui a tué 17 ou 18 policiers chinois. On a accusé un certain nombre de Ouïghours et il se trouve que c'est il y a 10 jours que 2 d'entre eux ont été condamnés à mort devant 4000 personnes dans un stade, puis exécutés en public. Ça, ce sont des scènes qu'on ne voit plus depuis la révolution culturelle en Chine populaire. Donc c'est une scène d'humiliation collective. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit vraiment eux qui aient été à l'origine de cet attentat. L'attentat est réel, mais on ne sait pas très bien exactement ce qui s'est passé. Bon, c'est quand même quelque chose qui est assez saisissant pour la population. Et puis, il y a eu cette affaire du Guangdong où quand même on a assisté à un véritable lynchage des Ouïghours par les Han sans que la police intervienne. Donc il y a quand même énormément d'éléments qui font que au Xinjiang, maintenant, la situation est vraiment explosive. Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode-là de Canton, sur ce lynchage? Vous nous en avez parlé tout à l'heure, Dorian. Ça, c'est des violences. Alors, on a vu des images, mais c'est une humiliation mais terrible, parce que vraiment, c'est des bastons et du lynchage sans que personne n'intervienne. Donc ça veut dire... C'est-à-dire qu'il y a une rumeur laissons se défouler les Han, qu'ils se vengent eux-mêmes. Ça aussi, c'est subitement la marge qu'on laisse pour... espérer calmer les gens. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Parce que l'humiliation, elle remonte aussi vraiment à 2001 et le 11 septembre. Parce que le gouvernement chinois a récupéré cette menace, pseudo-menace terroriste musulmane ouïghour depuis 2001, en mettant, je veux dire, sur le dos des Ouïghours et de ces musulmans, toutes les menaces terroristes. L'année dernière, pendant les Jeux Olympiques, le Xinjiang était bouclé. Et là, avant le 60e anniversaire de la République populaire, le prochain 1er octobre, le Xinjiang va être bouclé. Donc, si vous voulez, d'être tout le temps la cible et d'être les boucs émissaires de l'incapacité du gouvernement à gérer ces minorités, ces dérapages et ces frontières, forcément que ça génère un certain nombre de frustrations. Frédéric Lenoir. Ça, c'est très important, effectivement, parce qu'on a entendu toutes sortes de choses sur le terrorisme ouïghour, qui sont mais vraiment de la manipulation des Chinois, qui ont réussi d'ailleurs à embobiner les Américains. C'est parce que qui ont fini, et l'ONU, qui ont fini par reconnaître un certain nombre d'associations terroristes ouïghours, qui sont des gens qui sont des résistants. C'est-à-dire ce sont des gens qui effectivement ont des actions violentes pour essayer... Il n'y a pas de lien avec Al-Qaïda, comme le dit le régime communiste. C'est compliqué, parce qu'il y a eu effectivement, comme l'a dit Mario Haussmann tout à l'heure, il y a eu des jeunes qui désespéraient qu'il ne se passe rien et que rien ne peut évoluer, partent à l'étranger, rentrent en contact avec des groupes extrémistes, et donc il y a certainement des Ouïghours, il y en a une dizaine à Guantanamo, d'ailleurs on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on les renvoie en Chine, ils vont être tués tout de suite. Donc, mais d'où ils viennent ces 10 de Guantanamo qui ont quitté effectivement le Xinjiang pour aller se former dans des camps. On n'est pas sûr. De l'autre côté de la frontière. en Afghanistan, mais on n'est pas sûr non plus qu'ils aient participé à des actions terroristes. Mais ils avaient des liens avec Al-Qaïda. Donc il y a des toutes petites minorités qui ont pu avoir des liens extrémistes avec Al-Qaïda. Mais l'énorme majorité des indépendantistes ouïghours ne sont pas dans cet extrémiste radical, ne veulent pas aller faire des attentats au World Trade Center. Ils ont juste envie de libérer leur pays en Chine. Je ne cherche pas à faire le lien absolument avec Al-Qaïda, mais tout de même cet argument du pouvoir à Pékin, de dire qu'il y a des liens entre les extrémistes ouïghours et Al-Qaïda, est un peu fondé, puisqu'on en a trouvé il est fondé sur une dizaine de personnes, alors que vous avez des milliers de militants très engagés dans la lutte séparatiste, qui n'ont rien à voir avec Al-Qaïda et qui veulent simplement que les choses changent sur place et qui sont peut-être prêts à utiliser des moyens radicaux pour ça, mais dans un but purement politique de libération d'un pays. Donc là, on n'est pas dans le terrorisme d'Al-Qaïda, qui est un terroriste qui n'a tout autre ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas crédible d'imaginer un 11 septembre à Shanghai contre les tours de Shanghai ou de Hong Kong. Je ne crois pas du tout que ça puisse aller dans ce sens-là. Par contre, il peut y avoir sur place, c'est-à-dire au Xinjiang, des actions violentes. Parce qu'effectivement, ils vivent une oppression d'un régime totalitaire qu'ils ne peuvent plus supporter. Je voulais redire un mot par rapport à l'Iran aussi. Je trouvais très intéressant le lien qu'a fait Mario Haussmann. On peut le prolonger d'ailleurs, le lien, dans la manière dont les autorités chinoises réagissent exactement comme les autorités iraniennes. C'est-à-dire, pour expliquer qu'il y a des émeutes et tout, on dit que ce sont des étrangers. Ça vient de l'étranger. C'est une manipulation qui vient
vient faire ingérence, si vous voulez, dans notre territoire. Ce qu'ont dit les Iraniens. Iraniens. Il n'y a rien de recevable ou de crédible dans les émeutes elles-mêmes ou les émeutiers. Bien sûr que non, ce sont des gens manipulés par les forces obscures impérialistes de l'étranger qui en veulent à l'unité nationale chinoise. C'est ce qu'on a entendu avec l'Iran, où on nous dit ce sont les Américains qui ont fomenté les émeutes. C'est une manière, mais c'est un discours de langue de bois insupportable. Aujourd'hui, vous savez qu'on a une Française qui est en prison parce qu'elle est accusée d'espionnage en Iran alors qu'elle prenait des photos, et c'est une jeune étudiante que je connaissais. C'est complètement absurde. Donc on est sur un discours de bouc émissaire. C'est le discours de toutes les dictatures. De toutes les dictatures. Sauf que la grande différence avec l'Iran, c'est que les Iraniens ne sont pas dupes de ce discours aujourd'hui. Mais encore en Chine aujourd'hui, on peut leur faire avaler n'importe quoi parce que personne ne pourra leur montrer le contraire. Et ils ne chercheront pas. Venons-en en image justement au régime communiste et à la façon dont évolue ce régime et cette ethnie, les Han, tout au long de l'Empire du Milieu, avec un empire qui est gigantesque, on le sait, puisque c'est le pays le plus peuplé du monde et qui applique toujours la même méthode pour mater les contestataires et maintenir l'unité, la répression violente plutôt que le dialogue avec ces minorités. Les précédents sous le régime communiste, on les connaît. Tiananmen, dont on célèbre les 20 ans en ce moment, le Xinjiang déjà l'an dernier, au moment des JO, et puis bien sûr le Tibet. Marine Hendricks. C'était il y a tout juste 20 ans. La jeunesse chinoise est dans les rues de Pékin. Des milliers d'étudiants qui expriment leur défiance à l'égard du système politique chinois. En moins d'un mois, ce mouvement pacifique devient une véritable vague de protestation. Professeurs, ouvriers, cadres, tous dénoncent un pouvoir politique centralisé et corrompu. Place Tiananmen, le cœur du pouvoir, la tension monte. Dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, les chars de l'armée populaire de libération passent à l'action. Ils tirent à bout portant sur les manifestants. Cet ouvrier était présent. Pendant les combats, il a perdu une jambe 20 ans après. Évoquer cette répression sanglante est encore très difficile pour lui. Les militaires nous tiraient dessus, et puis les chars avançaient, détruisant tout sur leur passage. Je n'oublierai jamais. Immense, la Chine s'étend sur près de 10 millions de kilomètres carrés, 22 provinces. Et la menace terroriste et séparatiste est une obsession difficile à gérer. Ici, en 2008, avant les Jeux Olympiques, les incidents se multiplient, des bus explosent, des civils sont menacés. Ces attentats sont alors revendiqués par un Ouïghour au nom du Parti islamique du Turkestan, aujourd'hui la province du Xinjiang. La Chine menacée, Pékin se transforme alors en forteresse assiégée. Ici, les forces de police chinoises attaquent une cible imaginaire. Le message se veut clair. Attaqué en son centre ou en son milieu, le pouvoir central a toujours la même réponse. La répression des émeutes ouïghours depuis quelques jours, tout comme à Lhasa, dans la province du Tibet l'année dernière. Des centaines de moines tibétains avaient manifesté dans les rues de la ville. Une dissidence très rapidement réprimée par les policiers chinois. Le bilan dépasse les 80 morts. Les touristes, la presse sont évacués. Il ne reste que le discours officiel du Parti communiste chinois au pouvoir. Le Dalai Lama et son groupe jouent un rôle majeur dans ces événements. Nous le considérons comme une force de l'ombre nuisible. Nous avons les preuves que ce groupe est à l'origine et a même organisé ces incidents violents. Plus tard, si nécessaire, nous fournirons ces preuves. Il en va des Tibétains comme des Ouïghours et des Chinois en général. Quels que soient les troubles pour le pouvoir central, la menace est forcément fomentée à l'extérieur de l'Empire du Milieu. Et ce qui est frappant, c'est que depuis qu'on célèbre Tiananmen, depuis le mois de juin, on a l'impression que rien n'a changé 20 ans après pour le régime, et même qu'il s'est conforté. Et pourtant, il y a donc ces émeutes, d'où cette question SMS. Les conditions de l'effondrement du système communiste chinois seront-elles réunies à brève
échéance? Est-ce que c'est l'empire éclaté comme il y a eu l'URSS, donc l'empire éclaté? Je ne crois pas que je le verrai, ça, hein, et mes enfants, c'est pas sûr non plus. Mais toutes les formes politiques sont historiques, et un beau jour, le communisme tel qu'il est pratiqué actuellement en Chine disparaîtra. Je voudrais dire deux choses. Un, je crois qu'il ne faut pas dire, je voudrais ici solliciter l'avis contraire de Marie Holtzmann. Nous avons ici une polémique que je crois intéressante pour les téléspectateurs. Je pense, moi, qu'il y a eu des changements substantiels, mais qui se sont jusqu'à présent limités pour l'essentiel au champ économique et social, même s'il y a eu quelques petites améliorations dans le domaine politique. Pour l'essentiel, néanmoins, je crois que le pouvoir reste organisé d'une façon qui fait que, quand le patron n'est pas là, tout est bloqué, comme le disait tout à l'heure Dorian Malovic. Et je crois, à la fois, le départ de Hu Jintao, c'est quelque chose de... Je crois qu'il montre un petit progrès, c'est-à-dire il monte un peu moins, un petit peu, mais en même temps, ça montre bien qu'il y a une stabilité profonde et que tout ça prendra beaucoup, beaucoup de temps. Alors attendez, voilà. je vais essayer de poser la question autrement. Est-ce qu'on peut voir évoluer la nature du pouvoir de Pékin tout en conservant sa stabilité? Je m'explique, c'est-à-dire un pouvoir qui reste très fort, mais qui ne serait plus bientôt un pouvoir communiste absolu qui fonctionne avec le même système politique. Est-ce que ça, c'est crédible? Oui, ça, c'est une question importante. Ce qu'on observe, c'est que au moment de Tiananmen, on avait manifestement la lutte entre les deux lignes. Il y avait les conservateurs et les réformistes. Et les réformistes, c'était Zhao Ziyang qui a été éliminé par Deng Xiaoping et puis mis en résidence surveillée jusqu'à sa mort. Donc les réformistes exitent. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il n'y a plus de lutte entre les deux lignes. C'est fini. Il y a un but, garder le pouvoir. Et c'est tout. Et en dessous, il y a une classe bureaucratique qui, à la fois, dépend de ce pouvoir et qui le tient. Donc ça donne un ensemble extrêmement cohérent et finalement très solide. Et c'est ce qu'un sociologue chinois appelle l'hyperstabilité chinoise. En une phrase, c'est là aussi qu'on diverge, parce que moi je vois entre ces deux pôles un mouvement que Marie, dont je respecte tout à fait le point de vue, ne voit pas. C'est-à-dire dont elle estime qu'il n'existe pas. Moi je crois que Hu Jintao et son Premier ministre voudraient bien faire plus convenable. Ça veut dire ça veut dire faire venir les journalistes, si possible leur montrer des choses qui leur plaisent, ça veut dire faire des politiques sociales, ça veut dire faire des grands colloques à Pékin, faire convenable. Pas quand même jusqu'à aller jusqu'à l'existence d'une opposition. Ah non, plaisantez pas quand même, ça c'est pour plus tard, on va dire. Non, ils aimeraient bien, ils étudient sérieusement l'idée de former une démocratie dans laquelle, avec des élections où ça serait toujours les mêmes qui gagneraient. Ça, oui. Ils regardent bien les expériences japonaises, ça les intéresse. Donc pour moi, il y a du mou entre ceux qui veulent faire les gens convenables, d'un côté, mais je ne me prononce pas sur leur morale, sur leur éthique, disons, politique ni personnelle, et d'autre part, les mafias locales, exportatrices, pour qui il s'agit simplement de vivre sur la bête. Alors justement, pardon de continuer la comparaison, de poursuivre la comparaison avec l'ancienne URSS, mais tout de même, pendant des décennies, on nous a dit, mais non, de toute façon, la puissance de l'oppression, du système policier, fait que ça ne pourra jamais chuter. Et puis on a vu le mur de Berlin, et puis la chute en quelques semaines du pouvoir, en quelques mois du pouvoir communiste, y compris à Moscou. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à tenir un pays si grand, avec tous les sujets sociaux, mafieux, avec Internet aujourd'hui? Comment est-ce qu'on y arrive? Alors moi je crois qu'il y a deux différences fondamentales entre ce qu'était l'ex-URSS et la Chine, qui viennent de choses très profondes, culturelles, enracinées dans les mentalités. La première, c'est que déjà, dans la situation économique et géographique, l'URSS pouvait se permettre d'éclater parce que la Russie avait un territoire suffisamment grand pour subvenir à ses besoins économiques et essentiels. Donc elle pouvait se permettre de perdre ses républiques. La Chine ne peut pas se le permettre. C'est que la Chine a besoin de l'eau, du pétrole, de ce qu'il y a au Tibet, de ce qu'il y a au Xinjiang, etc. Donc là, déjà, il y a déjà un principe de réalité économique qui n'est pas le même. Puis la deuxième chose qui est beaucoup plus philosophique et religieux, c'est tout simplement que l'esprit chinois est très communautaire et très nationaliste, mais le sens du groupe prime sur l'individu, sur les intérêts individuels. Vous parliez de mon livre Socrate, Jésus, Bouddha. Ce sont trois personnages
qui ont émancipé l'individu par rapport au groupe. C'est pour ça que j'ai pas mis Confucius. Parce que s'il y avait Confucius, serait créé... C'est pas la même logique. C'est pas la même logique. Avec Confucius, on a une logique, si vous voulez, de morale, de philosophie, mais dans laquelle il y a une vision holiste. L'individu doit d'abord respecter le groupe. Et Confucius, c'est la référence Et c'est la référence chinoise Chinois. essentielle qui revient à la mode et que le régime sait très bien utiliser. Parce que même si Confucius n'a rien de communiste, parce qu'il est pour le respect de la justice, ce qui n'est pas le cas dans le communisme, mais Confucius prône l'intérêt collectif. Et je crois que les Chinois ont complètement intériorisé ce sens de l'intérêt collectif, qui fait que même s'ils n'étaient plus communistes, si demain il y avait une démocratie à la chinoise, la grande majorité prônerait, je crois, l'intérêt de la nation et sacrifierait encore les minorités. Mais tout de même s'il y avait la dimension nationaliste, Chiang Kai-shek, les ancêtres du nationalisme chinois avant Mao, Sun Yat-sen, c'était aussi des démocrates. Ce souci de démocratie, est-ce qu'il va émerger un jour en Chine? C'est des démocrates qui voulaient une grande Chine et la colonisation a commencé avec Chiang Kai-shek. C'est-à-dire que la colonisation de tous ces pays dont nous parlons là, ça a commencé avec l'Empire mandchou, ça a continué avec Chiang Kai-shek et ça a continué avec le communisme. C'est-à-dire que la vision d'un grand empire chinois qui a besoin de ces zones excentrées pour son intérêt central, elle existe depuis plusieurs siècles. Donc ça transcende le communisme. Vous nous dites que la vision du nationalisme et de l'empire et de l'intérêt de l'empire prime celui d'une éventuelle démocratie un jour. Et voilà, c'est au-delà du communisme. C'est plus fort que ça. Bon. Alors on va passer aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Irak, Iran, Cachemire, Pamir et maintenant Xinjiang. Pourquoi toute la route de la soie est-elle à feu et à sang? Est-ce qu'il y a un lien avec ce croisement des cultures, peut-être? Je vois pas le rapport, là. Non? C'est intéressant géographiquement, mais il n'y a pas de lien entre l'explosion ouïghour qui est... Visiblement, c'est un problème interne au Xinjiang. Enfin, pour le moment, ça n'est pas relié, Est-ce que si c'est vous voulez. parce que c'est la route des échanges, tout simplement, entre ces différentes cultures, et qui fait que le monde, même là, devient mondialisé, si j'ose dire? C'est un peu romantique, hein, parce que la route de la soie, je ne pense pas que c'était une partie de plaisir non plus, et que aujourd'hui, c'est du pétrole, hein, c'est pas de la soie, et ça vaut plus cher, et on se bat pour préserver ses intérêts économiques. Vous venez de répondre, hein, ça veut dire que c'est la route des intérêts économiques, celle du pétrole, quoi. Oui, c'est pour ça, mais les explosions ne sont pas forcément liées, simplement. Le premier investisseur aujourd'hui en Afghanistan, c'est la Chine. En Afghanistan? En Afghanistan. Et ce n'est pas le seul pays en Asie centrale où la Chine est présente. Autre question, Al-Qaïda peut-il profiter de la situation, à votre avis? Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, on l'a dit tout à l'heure, une radicalisation d'un certain nombre de musulmans qui se replient sur l'identité religieuse pour lutter contre le pouvoir chinois communiste, il y a des groupes extrêmes à l'intérieur de ces séparatistes qui vont être tentés d'aller vers les groupes d'Al-Qaïda. Et donc c'est évidemment le danger. C'est qu'on radicalise de plus en plus les gens et après on en fait des terroristes. Autre question, les pays arabes soutiennent-ils les Ouïghours? Ça c'est une très bonne question alors. Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui sont gênés aux entournures actuellement. Hein. Pourquoi? Eh ben parce que ils ont beau être arabes, ils n'en sont pas moins des pays ou des États, et que la Chine commence maintenant à peser un petit peu. C'est très compliqué parce que d'un autre côté, la Chine n'y comprend rien au monde arabe. On est là vraiment dans un méli-mélo. Je veux dire, personne ne comprend rien à personne dans cette affaire-là. Mais en tout cas, il y a le commerce quand même pour s'entendre. Oui, enfin bon, ils s'entendent pas tant que ça. Les Chinois réussissent pas si bien que ça dans le Moyen-Orient. Il y a le pragmatisme économique sur la nécessité de l'énergie. La Chine ne pourra pas continuer son développement sans énergie. Donc pour elle, priorité à maintenir son énergie dans les l'Arabie Saoudite, par exemple. Petite parenthèse. Chaque année, 300 passeports sont délivrés aux Ouïghours musulmans pour aller à la Mecque. Non, j'ai eu le chiffre de 5000 aujourd'hui. Ah, bon, vous voyez, c'est encore plus considérable. 5000, c'était entre déjà... les deux, c'est déjà considérable. Enfin, c'est déjà considérable. Il y a 20 ans, c'était pas possible. Hein. Mais il y a des défections très importantes de Ouïghours en Arabie Saoudite lorsqu'ils vont faire le pèlerin. Ils y restent ou ils partent ailleurs vers l'Égypte ou ailleurs. Et la diaspora est à peu près de 100 000 personnes en Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un problème. 100 000 Ouïghours en Arabie Saoudite. Bon. Avec par ailleurs, marges, on voit de plus en plus de mosquées en Chine qui sont construites visiblement avec de l'argent du Golfe. Bien sûr, mais avec l'Arabie Saoudite. Il faut tenir compte aussi de cette espèce d'ouverture du Xinjiang au reste du monde musulman. Je crois que tout ça est encore un petit peu compliqué. Petite parenthèse, ne résumons pas les musulmans en Chine aux Ouïghours. Parce qu'on se tromperait beaucoup. Ils sont 8 millions. Il y a 25 millions de musulmans. Ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres musulmans, ce sont les Hui.
qui sont là, une double politique chinoise vis-à-vis des musulmans turcophones, pour résumer, et les musulmans chinois. Et souvent, ils se servent des musulmans chinois dans les pays contre et les on présente Ouïghours. bonne figure avec les Hui, où tout va bien pour eux. Alors, vous disiez à l'instant turcophone. Autre question, pardon. La Turquie joue-t-elle un rôle dans la révolte des Ouïghours? On a appris cet après-midi que le Premier ministre turc demandait aux Nations Unies d'intervenir. La Turquie, elle est bien embêtée dans cette affaire, parce que jusqu'à c'était un pays de repli et d'exil pour les Ouïghours musulmans. Et la Turquie, pour ménager ses intérêts justement avec la Chine, a commencé il y a quelques années à refuser les visas et les exilés aux Ouïghours. Et là, elle se trouve bien ennuyée à devoir protester et à demander à ce que le régime de Pékin se ménage. Donc la protestation de cet après-midi est une protestation de façade? Non, je pense que ça les concerne quand même, parce que alors en même temps, ils sont. C'est une solidarité musulmane, c'est-à-dire qu'ils ont peur de leur population, c'est-à-dire que la population turque, et ils se sentent solidaires effectivement des musulmans chinois et ouïghours, même si l'intérêt politique des Turcs, c'est de ne pas se mettre à dos les Chinois, donc c'est compliqué. Alors, autre question, ce réveil des musulmans chinois est-il lié au regain général de l'islam à travers le monde, Frédéric Lenoir? Alors, je crois que c'est un peu différent chez les Ouïghours, parce que vraiment leur réveil est lié au contexte politique de la Chine. Et ça s'est réveillé exactement comme pour le bouddhisme tibétain au Tibet, c'est-à-dire qu'il y a un réveil de la religion qui est un pôle de résistance culturelle. Je crois que c'est vraiment ça la clé. Alors que dans le reste du monde, le réveil identitaire musulman est beaucoup lié à la confrontation avec l'Occident. C'est-à-dire que c'est vraiment le choc avec la culture occidentale qui crée effectivement un désir de retrouver sa propre identité, sa propre histoire, son propre enracinement face à la domination économique, culturelle et politique de l'Occident. En Chine, on est face à un problème national. Un téléspectateur nous dit pourquoi ne parler que de religion? La question n'est-elle pas aussi économique et sociale? On a répondu un peu à la question. Oui, non, mais il faut voir aussi la question géopolitique, parce que les liens que la Chine entretient avec différents pays musulmans sont quand même très étroits et très actifs. Ça fait très longtemps que la Chine a des échanges avec l'Iran, en particulier dans le domaine nucléaire. On sait très bien que si le Pakistan a eu la bombe atomique, c'est grâce à l'aide des techniciens chinois, entre autres, quelques Français également. On sait très bien que le gouvernement chinois soutient le gouvernement du Soudan, etc. Donc il y a des liens objectifs entre ces pays maintenant. Vous disiez tous que l'islam est au fond le deuxième élément de cette révolte, le premier étant le facteur social. C'est le facteur local, vraiment local, de problèmes de minorité ouïghour vis-à-vis de la majorité Han. Vraiment, je veux dire, vous avez dit l'islam vis-à-vis de l'Occident, global, pour le monde islamique, mais pour les Ouïghours, c'est vraiment se confronter à cette domination Han. C'est vrai, mais je voudrais reprendre l'expression de Jean-Luc qui disait les Chinois veulent faire bien. Mais ils sont capables de vouloir faire bien dans tous les domaines. Par exemple, dans le pays, ils répriment souvent la pratique religieuse tout en faisant semblant d'autoriser. Mais à la Commission, enfin au Conseil des droits de l'homme, ils ont voté avec les musulmans pour interdire la critique contre la religion. Ce qui est absolument aberrant. Parce que eux, ils critiquent la religion tous les jours. Mais dans des contextes comme ça, alors ils s'associent avec les pays islamiques. Alors à propos des instances internationales, cette autre question, les courageux, ça a l'air ironique entre guillemets, les courageux responsables politiques du G8, qui se réunissent en ce moment en Italie, vont-ils condamner la Chine comme ils l'ont fait pour l'Iran? Ah ça, je ne crois pas vraiment que c'est pas parti pour ça. Vu qu'on ne croit que la Chine va nous sauver de la crise financière, c'est peut-être pas exactement le moment. C'est pas le moment de se fâcher avec elle, décidément. Je ne crois pas. Autre question. Il y a une seconde injustice quand même, c'est que le monde entier se porte au secours des Tibétains, disons de façon très affective, et ignore totalement la condition des Ouïghours. Ça c'est très juste. Absolument, et là je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait une émission de télévision déjà qui soit consacrée aux Ouïghours, on n'en parle jamais. Et on parle des Tibétains à cause du formidable capital de sympathie qu'a le Dalai Lama et puis l'intérêt des Occidentaux pour le bouddhisme tibétain. On se sent proche par le bouddhisme qui nous intéresse, mais comme ils sont musulmans, les Ouïghours, on s'en fiche, voire on les suspecte un peu d'être terroristes. Et moi je crois, et je me demande une critique sur les Ouïghours. Donc là c'est bien qu'il y ait des émissions qui parlent du drame du peuple ouïghour. Et je me demande si c'est pas une des raisons pour lesquelles ils publicisent cette affaire, font venir les journalistes, etc., etc. C'est-à-dire parce qu'après tout, pour montrer ce que les bougnoules ont fait.
là-bas. Faut dire les choses, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, il y aurait une manipulation de Pékin qui pousserait voilà, un peu les émeutes montrer aux pour dire... regardez, les bougnoules, c'est dégueulasse, c'est des barbares, etc., etc. Et donc, j'approuve totalement ce que dit Frédéric Lenoir. Attendez, ça voudrait dire... L'invitation des journalistes est une manipulation évidente. Attendez, ça veut dire, Jean-Luc Domenach, si je vous suis bien, que le Pékin a intérêt, à ses yeux en tout cas, à ces émeutes et à cette violence. Ça veut dire que dans une époque où le gouvernement chinois a pris le risque de manœuvrer le nationalisme, eh bien, à ce moment-là, il est tenté, je ne sais pas s'il le fera complètement, de fonctionner sur une espèce de clivage avec la Chine et l'Occident d'un côté, les bougnoules et tous les barbares de l'autre. Voilà, alors, une question qui va dans ce sens. Les révoltes au Xinjiang et au Tibet ne renforcent-elles pas le patriotisme chinois? Absolument. C'est même, moi j'en suis presque à me demander, je ne sais pas ce que vous en pensez là-bas, j'en viens à me demander parfois si une des explications de ce qui se passe au Tibet et au Xinjiang, ça n'est pas que finalement l'un dans l'autre, les dirigeants chinois ont pensé qu'avoir des problèmes au Xinjiang et au Tibet, c'est finalement moins grave que de ne pas avoir le soutien du nationalisme populaire. La dernière question, n'est-ce pas pour Hu Jintao, le président chinois, un aveu de faiblesse d'interrompre son voyage en Italie pour s'occuper lui-même de la situation au Xinjiang? Alors, aveu de faiblesse pour réagir, non. Alors le Chinois, il y a urgence à la maison, il y va, et on sait que sans lui, il n'y aura pas de décision prise. Donc aux yeux de son peuple, c'est pas de la faiblesse? Au contraire. Merci de vos explications, d'être venu aujourd'hui pour nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe là-bas et de comprendre un peu les racines de ces émeutes. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain et si vous le souhaitez, ce soir, 22h30 et vers 5h30 du matin sur France 5, bien sûr. Bonsoir, merci, à demain.